Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous à l'occasion de cet après-midi consacré à la philosophie et aux sciences. Je suis Marc Schaffner, doctorant en 4e année de philosophie et professeur contractuel de l'Académie de Strasbourg, titulaire de 2 masters en philosophie recherche et enseignement. Les autres intervenants sont Nicolas Querini, titulaire de 2 masters en philosophie recherche, titulaire de... non, tu es en doctorat, toi aussi, en 4e année de doctorat à Strasbourg, certifié de philosophie et actuellement chargé de cours à la faculté de Strasbourg. Et Maurice Sachot, professeur émérite de la faculté de Strasbourg. Monsieur Sachot, vous êtes à la fois historien, philosophe et titulaire d'une habilitation universitaire en lettres classiques. Vous avez également enseigné en sciences de l'éducation et êtes spécialiste de la philosophie antique, du christianisme primitif et du fait religieux. Vous avez publié notamment les homélies grecques sur la transfiguration, tradition manuscrite aux éditions du CNRS, en 1987, et Quand le christianisme a changé le monde, la subversion chrétienne du monde antique, aux éditions Odile Jacob, en 2007. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Je vous laisse à tous les deux le soin de rajouter ce que bon vous semblera, et j'entre sans plus tarder dans le vif du sujet. Mon intervention s'intitule « Alfred North Whitehead et la transformation épistémologique du XXIe siècle ». J'aimerais cependant commencer mon propos en faisant une brève présentation du rapport qui sous-tend la philosophie et les sciences avant de traiter du précédent intitulé. Je vous propose donc la définition du manuel de terminale, utilisé par la majorité des lycées pour préparer le bac, Nathan Passerelle 2016, à la page 269, je cite, « La connaissance scientifique est une connaissance abstraite. Constituée de théories, elle est une connaissance rigoureuse, vérifiable par la démonstration et par l'expérience. » Fin de citation. Elle est donc faite de concepts capables d'expliquer le réel. Son ensemble forme un système de concepts qui communiquent entre eux et qui évoluent à mesure des avancées scientifiques. D'autre part, le terme épistémologie désigne communément la philosophie des sciences dans son entièreté. Mais, je cite cette fois-ci le dictionnaire de philosophie Lalande, duquel je fais un petit condensé, page 293, je cite, « L'épistémologie n'est pas l'étude des méthodes scientifiques, ni une synthèse des lois scientifiques, mais l'étude critique des principes, des hypothèses et des résultats des diverses sciences destinées à déterminer leur origine logique, non psychologique, leur valeur et leur portée objective. » Fin de citation. L'épistémologie précède toute théorie unificatrice de la connaissance comme grille de lecture critique a priori. Il s'agit donc, à partir des sciences, puis de l'épistémologie, d'élaborer une connaissance unifiée à vocation universelle. Retenez en tout cas que l'épistémologie désigne habituellement la philosophie des sciences, tout comme l'esthétique désigne habituellement la philosophie de l'art. À travers des expressions populaires du type « on n'arrêtera le progrès », on montre en fait que notre façon de concevoir, de comprendre et d'expliquer le monde n'est pas la même pour un homme du 5e, du 12e ou du 21e siècle. On peut aussi, à partir de là, affirmer que les sciences sont toujours tournées vers l'avenir, vers la plus grande exactitude possible, vers leur propre devenir, qui est devenir toujours plus exact, plus précis, plus véridique. Les sciences sont objectives, si possible démontrables, et obéissent à des lois de la raison universelle. La vérification d'une théorie scientifique peut s'opérer grâce à la démonstration et l'expérimentation comme énoncé préalablement. Une théorie scientifique doit donc être cohérente, en accord avec elle-même, non contradictoire dans sa structure, dans sa formulation, et dans un même temps en accord avec le réel. L'outil le plus familier des sciences est bien sûr les mathématiques, avec la forme parfaite pour l'esprit qu'est la démonstration. On peut citer les nombreux théorèmes enseignés en cours pour illustrer mon propos. Théorème de Pythagore, de Thalès, etc., qui en fait sont précieux pour l'esprit, en particulier la raison, parce qu'ils nous offrent une certitude.
Si la connaissance absolue n'est qu'une illusion, elle reste néanmoins ardemment désirée par la raison, qui doit toutefois s'incliner et admettre très rapidement son impuissance à devenir omnisciente. Qu'en est-il alors du philosophe par rapport au scientifique ? Le terme de philosophie est communément attribué à Pythagore au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Je rappelle la petite histoire. Pythagore refuse d'être qualifié de sage, mais plutôt d'amant de la sagesse. C'est un philosophe, celui qui sans relâche court après la sagesse, sans jamais pleinement l'embrasser, sans jamais la saisir. Jusqu'aux Lumières, les hommes de science étaient à la fois scientifiques et philosophes. La complexification grandissante des diverses branches de la connaissance a rendu cela de plus en plus difficile. Actuellement, même les plus grands esprits sont spécialisés dans certains domaines et sont obligés de s'en remettre à la connaissance des autres pour pouvoir émettre un jugement critique. Le philosophe, quant à lui, ne peut pas, n'a jamais pu penser à partir de rien. Il a besoin des autres disciplines de l'activité humaine pour pouvoir s'exprimer. C'est pour cela qu'il n'y a pas de philosophie pure, mais toujours une philosophie en relation et à partir de quelque chose. Par conséquent, la science précède toujours la réflexion philosophique. C'est à partir des nouvelles théories et découvertes, de l'émergence de nouveaux paradigmes, que le philosophe peut déployer ses facultés critiques. Il ne doit surtout pas aller au-devant de l'histoire et des sciences. La philosophie n'a aucune puissance anticipatrice et toute tentative de jouer les Nostradamus tourne invariablement à l'échec, voire au ridicule. Je mets un terme à cette introduction nécessaire et en viens à l'objet principal de mon intervention, dont je répète l'intitulé. Alfred North Whitehead et la transformation épistémologique du XXIe siècle. Qui est Alfred North Whitehead ? C'est un mathématicien, logicien et philosophe britannique. Il naît en 1861 et meurt en 1947. Il a été le professeur du célèbre Bertrand Russell, qui obtint le prix Nobel de littérature et avec qui il écrivit les Principia Mathematica en 1913. Je m'intéresserai principalement à l'œuvre de 1926, La science et le monde moderne, traduction française de 1993 aux éditions du Rocher. Premier constat qu'on peut faire en reconsidérant mon intitulé, pourquoi parler de tournant épistémologique du XXIe siècle alors qu'il faudrait parler pour Whitehead du XXe siècle ? Eh bien, ce n'est pas du tout une erreur d'inadvertance de ma part, rassurez-vous, mais une anticipation argumentative, puisque je proposerai, au terme du présent exposé, une transposition philosophique de la réflexion de Whitehead au XXIe siècle. J'en profite aussi pour préciser, en premier lieu, les étiquettes d'usage attribuées aux philosophes. C'est un érudit qui est féru d'art, de science et de philosophie, qui va s'opposer aux doctrines dominantes de l'époque, en particulier aux USA et au Royaume-Uni. Whitehead est contre la philosophie analytique à outrance, le matérialisme et le professionnalisme aveugle. Il s'inscrit en fait contre les dérives d'une certaine société trop capitaliste qui veut faire du profit au nom de la raison et ne fait que mettre des œillères là où cela profite au marché. Mais comme le but de mon intervention n'est pas politique, je ne développe pas plus cet aspect. Whitehead s'oppose au dualisme cartésien et offre une suite à la tradition métaphysique innovante de Kant. Tout cela se traduisant par une philosophie de l'organisme, voilà le terme crucial, une philosophie de l'organisme, donc une philosophie de l'organique, sous-tendue par un concept de préhension qui unifie les formes du réel. Je m'explique encore une fois, le matérialisme déterministe implique que les atomes et les molécules courent aveuglément. Whitehead corrige et affirme que les entités réelles sont influencées par le contexte dans lequel elles évoluent, et c'est la préhension qui les relie entre elles et avec les formes durables dites récurrentes, comme les corps célestes. Dans la cosmologie whitehédienne, il n'y a rien d'aveugle, mais des entités organiques réelles en rapport constant les unes avec les autres. Les étudiants de Whitehead avaient pour habitude de comparer sa pensée et sa volonté de rétablir
une certaine cohérence au-delà du matérialisme déterministe à partir de la métaphore suivante. Je cite, « Dans le jardin d'Éden, Adam a vu les animaux avant de les nommer. Dans le système scolaire traditionnel, les enfants nomment les animaux avant de les voir. » Fin de citation. L'intention de Whitehead, telle que décrite dans sa préface à La science et le monde moderne, est d'étudier, grâce à la philosophie, l'héritage cosmologique de 3 siècles et grâce à la pensée de l'organisme, de comprendre le réel comme autre chose que de simples morceaux juxtaposés, assemblés. La philosophie de l'organisme a donc pour but d'aboutir à une nouvelle conception cosmologique du réel. Qu'est-ce que la cosmologie ? C'est la science qui étudie les lois physiques de l'univers et qui pose aussi la question de sa création. Pour l'auteur, on comprend que la philosophie découle d'une cosmologie prise au sens large comme la définition de tout ce qui nous entoure et qui fait le réel. Ultimement, Whitehead nous précise dans sa préface qu'il ne se souciera pas d'épistémologie dans l'écriture de son œuvre, ce qui, loin d'être en contradiction avec mon intitulé, doit au contraire nous encourager à ouvrir la science et le monde moderne à une critique épistémologique, au moins pour voir sa portée au XXIe siècle. C'est indirectement une invitation de Whitehead à livrer son œuvre au travail de la critique épistémologique. D'un point de vue strictement structurel, le livre est très facile à lire, puisqu'il est divisé en 13 chapitres, avec des titres simples qui correspondent à autant de conférences données par Whitehead à diverses occasions. On voit là l'intelligence pédagogique du professeur de faculté de Harvard qui a l'habitude de se rendre le plus intelligible possible pour ses élèves. Le premier chapitre traite de la naissance des sciences modernes. Cette dernière débute à la fin du XVIe siècle, voire en 1600 exactement, avec la mort de Giordano Bruno. Ce qui caractérise la société moderne et postmoderne pour Whitehead réside dans l'intérêt à la fois dans les faits précis et dans l'élaboration de principes généraux. De l'observation et l'expérimentation à la loi scientifique. C'est, nous dit Whitehead, je cite page 19, le sel qui rend la vie heureuse. Fin de citation. Les sciences modernes se sont également propagées petit à petit depuis l'Occident vers les autres continents pour atteindre l'universalité. C'est dans la conviction profonde qu'il y a un ordre des choses dans la nature que l'homme cherche à comprendre et rationaliser les sciences, à l'inverse de la traduction de la fameuse induction arbitraire inefficace chez Hume. Je laisse ceux que ça intéresse consulter l'enquête sur l'entendement humain de 1748 à ce sujet. C'est en fait ce que tout un chacun peut se dire à défaut de savoir quoi que ce soit. Il y a la nature, et elle est si bien organisée que c'est forcément parce qu'il y a un ordre des choses. Et nous espérons d'autant plus pouvoir l'observer et par la suite l'expliquer en chaque phénomène. Nous pouvons bien sûr observer des récurrences dans la nature, comme les saisons, ou encore le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Notre instinct et l'adaptation de nos organismes sont autant d'évidences qui vont nous conforter dans cette idée d'ordre de la nature. Mais aucune répétition, aucun hiver n'est l'exact identique des autres. Donc la sagesse populaire, la croyance commune, a admis pouvoir anticiper certaines choses et pas d'autres. Par exemple, on peut s'attendre à ce que le soleil se lève demain matin, mais la direction du vent va rester incertaine jusqu'au moment où il soufflera, si d'ailleurs jamais il souffle. Et c'est justement l'esprit scientifique moderne qui refuse l'irrationalité ultime des phénomènes, et c'est le travail des scientifiques, des hommes de science, de repousser les limites de l'irrationnel au profit d'une explication rationnelle satisfaisante des phénomènes. Comme dans la tragédie pour l'existence, je cite à la page 28, « Les lois de la physique sont les arrêts du destin. » Fin de la citation. C'est sur leur inexorabilité que dans un même temps, le scientifique s'appuie et ne peut jamais fuir ni l'inéluctabilité, ni sa responsabilité face au réel. Cependant, il faut plus à la science qu'un sens général
qu'une idée commune de l'ordre des choses. Il faut que dans l'esprit des élites d'abord, des élites intellectuelles dans un premier temps, puis dans celui de chaque homme jusqu'à l'universalité, germe l'idée qu'il y a des secrets et des réponses à ces secrets, des explications dans le réel. Voilà le moteur des sciences à partir du XVIIe siècle. Whitehead soutient que cette démarche scientifique moderne provient directement de la théologie médiévale. La rationalité est en fait passée de la théologie et Dieu aux sciences et au paradigme. À cela, il faut ajouter un intérêt grandissant porté aux phénomènes de la vie quotidienne, liés selon moi à l'amélioration significative des conditions de vie par rapport au Moyen-Âge. Pour clôturer ce premier chapitre, Whitehead nous montre que pour fonder l'esprit scientifique rigoureux des modernes et dépasser le fameux déterminisme abstrait, il a fallu plus que la foi et la raison combinées. C'est l'expérience immédiate du réel et la compréhension que si ce qui est comme il est, c'est parce qu'il est en relation avec les autres éléments d'un tout organique régi par des lois bel et bien établies que nous pouvons découvrir. Le second chapitre est consacré à l'importance des mathématiques dans l'élaboration des sciences modernes. Je cite à la page 38, « Les mathématiques sont une folie divine de l'esprit humain, un refuge par rapport à l'urgence irritante des phénomènes fortuits. » Je répète, parce que c'est une très jolie citation, « Les mathématiques sont une folie divine de l'esprit humain, un refuge par rapport à l'urgence irritante des phénomènes fortuits. » Fin de citation. Et cela, tout simplement parce que les mathématiques relèvent de la pure abstraction. Le propos de Whitehead est ici classique dans la conception et la description des mathématiques. Mais comme les mathématiques ne sont que pure théorisation, il faut, au moment du passage à la vérification dans le réel, appliquer un certain protocole. Premièrement, examiner la validité intrinsèque du raisonnement mathématique lui-même pour qu'il ne comporte pas de failles. Deuxièmement, s'assurer de toutes les conditions abstraites présupposées. Et troisièmement, vérifier, confronter l'abstraction au cas particulier réel. Et pourtant, malgré l'apparente infaillibilité mathématique, les erreurs sont nombreuses et la marge de faillibilité immense. Le problème que posent les mathématiques en général est la recherche d'harmonie ou d'adéquation entre le théorique et le pratique qui rassure la raison. Pourquoi cela ? Parce que les mathématiques permettent un agencement des objets, notamment géométriques, très arrangeant pour l'esprit. Je cite à la page 47, « La classification est une étape entre la nature concrète, immédiate de la chose individuelle et l'abstraction complète des notions mathématiques. » Fin de citation. Mais il faut y parvenir en passant outre la spécificité et même le genre. L'esprit mathématique saisit l'objet et en quelque sorte le prive de son caractère unique pour l'assimiler à l'abstraction. En fait, ce que les mathématiques modernes ont bien intégré, c'est que la répétition est nécessaire pour parvenir à l'exactitude. Il en va à l'identique pour nos vies quotidiennes, où les répétitions sont manifestes et même perçues au niveau organique, pour prendre les expressions de Whitehead. Au niveau organique, avec quel exemple ? Celui des battements de notre cœur, tout simplement. C'est ce que traduit la notion de périodicité en mathématiques, qui, grâce à l'abstraction, a pu s'appliquer au cas concret du réel. Le paradoxe, à partir du XVIIe siècle, et qui traverse de part en part le XVIIIe siècle, est le suivant. Plus le degré d'abstraction est élevé au départ dans les mathématiques, plus sa mise en pratique sera grande et utile dans le réel. Je fais un petit parallèle archi-classique avec la philosophie abstraite, et difficilement intelligible. La philosophie de tour d'ivoire ne doit surtout pas rester en l'état. Le philosophe isolé doit se préparer à la réalisation dans le monde. Et c'est ce renversement formidable qu'on retrouve chez Hegel. Une idée qui reste dans l'esprit de son détenteur, qui refuse de l'énoncer grâce au langage, ou qui n'y parvient pas, est en fait encore trouble, indéterminé.
la pensée ne se concrétise que grâce au langage. Il n'y a aucune perfection, aucune supériorité de l'idée si elle n'est pas restituée par le langage qui lui offre le terrain de son aboutissement. Je laisse là une petite digression. La philosophie reconnaît la valeur des mathématiques pour l'esprit humain en tant que science des abstractions les plus complètes, et ce, depuis Pythagore. La discipline qui a une force d'abstraction sans doute encore supérieure des mathématiques, la seule, c'est justement la physique. Je ne m'appesantis pas davantage sur l'interprétation de l'histoire des mathématiques par Whitehead, mais je récapitule. Nous comprenons ce qui nous entoure grâce à la cosmologie, par une saisie de la vérité la plus fondée possible, grâce à l'analyse de la nature métaphysique des choses. Petit rappel, qu'est-ce que la métaphysique ? C'est la recherche rationnelle de la connaissance de l'être en tant qu'être, des principes premiers de la connaissance et des causes premières de l'univers. Et tout le problème laissé par le XVIIe siècle est alors de savoir ce qui est propre à l'objet perçu, ses caractéristiques, et celles que nos esprits décident par convenance, mais aussi par nécessité pour l'entendement, de lui attribuer. La position des modernes au chapitre 3 est on ne peut plus claire. Je cite à la page 73, « Ainsi la nature se voit-elle attribuer des qualités qui devraient nous être réservées. La rose pour son parfum, le rossignol pour son chant, et le soleil pour sa chaleur. Les poètes se trompent sur toute la ligne. Ils devraient s'adresser leurs vers à eux-mêmes et en faire des odes d'autofélicitation pour l'excellence de l'esprit humain. La nature, elle, est inodore, incolore, insipide, un va-et-vient de matière, incessant et insignifiant. » Fin de citation. Cette conception-là a perduré jusqu'au XXe siècle. C'est la remise en question de la localisation simple et du concret mal placé par les abstractions que construira le XVIIIe siècle. Si je questionne l'avancée des sciences au XXIe siècle, c'est plutôt le paradigme cosmologique tout entier qu'il faudrait repenser. Ce sur quoi je reviendrai ultérieurement, comme je l'ai déjà annoncé. J'en reviens au XVIIIe siècle, décrit dans le chapitre 4. C'est durant cette période que les scientifiques donnaient une explication mécanique à chaque processus dans la nature. Il y avait une volonté commune de dépasser les lois du mouvement de Newton et de chercher un moyen encore plus général d'exposition mathématique. C'est aussi le siècle où les sciences humaines commencent à se développer et à se détacher petit à petit du modèle mathématique, surtout en ce qui concerne la psychologie. C'est une période de franc succès pratique, on peut notamment penser à la machine à vapeur de 1712. C'est à partir des écrits de l'évêque de Berkeley, qui prône l'immatérialisme et la théorie de la perception de Francis Bacon, que Whitehead construit son propre concept de préhension que j'évoquais déjà plus tôt. Le verbe percevoir désigne une saisie, une appréhension cognitive par la différenciation et la similitude des choses perçues. Quand il s'agit d'appréhender, la dimension cognitive n'est plus nécessaire. Donc, la notion de préhension de Whitehead se construit autour d'une idée de saisie immédiate, spontanée, pas forcément de la vérité, mais du caractère organique de la chose perçue. Quand il y a préhension d'une chose, il est fait référence implicitement à des choses qui existent ailleurs, par exemple le château que je vois au loin. Berkeley proposait une unification des choses dans l'esprit, Whitehead propose une unification préhensive de la totalité des choses perçues, ici et maintenant. Donc, à chaque fois, ici et maintenant. Nous percevons des objets sensoriels dans l'espace et le temps qui font une incursion dans le champ perceptif du sujet. Aujourd'hui, les neurosciences pourraient nous expliquer ce genre d'opération avec encore beaucoup plus de subtilité. On peut notamment parler d'un monde partagé entre les sujets percevants. On pourrait donc se risquer à parler, pourquoi pas, de préhension partagée. Je vous renvoie pour ce faire à l'article du Handbook of Phenomenology, manuel de phénoménologie, édité par Sean Gallagher et Daniel Schmitting en 2010,
en particulier à l'article de Juan Botero, Meaning, World and the Second Person, le sens, le monde et la deuxième personne, soit le tu. Fin de la parenthèse, je reprends ce que Whitehead écrit au chapitre 4 sur l'espace et le temps. Il ne s'agit à chaque fois que d'un ensemble de choses perçues dans une perspective plus ou moins vaste. Ainsi, je cite, page 92, ouvrez les guillemets, la perception n'est que la connaissance d'une unification préhensive, ou plus simplement, la perception est la connaissance d'une préhension. Fin de citation. Par conséquent, le monde est une multitude, une infinité de préhensions possibles, autant d'occasions pour nous de percevoir à chaque fois dans une perspective donnée. Whitehead réfute l'idéalisme de Berkeley, qui veut que la nature ne se trouve que dans l'unification des idées dans l'esprit, tout simplement parce que cet idéalisme immatériel est obsolète et pose une question métaphysique à laquelle il n'est plus obligatoire de répondre. Whitehead adopte une position de réalisme modéré, où la nature est un enchevêtrement complexe d'unification préhensible. Et je devrais ajouter par souci de rigueur, à chaque fois en perspective. Je sors, rassurez-vous, de l'aspect trop technique dans lequel je me suis aventuré, et vous redonne une définition de la philosophie organique, peut-être plus organique, peut-être plus éclairante, la philosophie organique peut-être plus éclairante, à la page 93. Je cite, « Ainsi, la nature est-elle une structure de processus en évolution. La réalité est le processus. » Fin de citation. Une fois cette définition posée, on peut abandonner le terme de préhension au profit de celui plus actuel, plus habituel, d'événement. L'événement est l'ensemble perçu par nos sens, ce qui a été préhendé, qui tient compte des événements passés et qui a un futur. De manière plus générale, un événement est un instant, mais pas comme les autres, parce que investi d'un sens, d'un contenu particulier supplémentaire. Il n'y a pas non plus d'idée de continuité organique d'un tout au XVIIIe siècle. Et c'est cette dimension psychologique de la perception qui manque au XVIIIe siècle. Il y a juste, donc, je clôture cette explication du XVIIIe siècle, il y a juste la matière en rapport avec la matière. Le XIXe siècle, quant à lui, est à mon sens le siècle de la réaction par excellence. On peut le vérifier à de nombreux niveaux. En philosophie, après la mort d'Hegel, en politique, avec Marx et Engels, en théologie, avec Kierkegaard, et de manière transversale, avec le romantisme en général. Il y avait notamment un débat âpre entre les partisans du déterminisme et ceux du libre arbitre. Whitehead apporte encore une fois une solution à ce conflit grâce à la pensée du mécanisme organique. Je cite à la page 101, « Dans cette théorie, les molécules peuvent suivre un cours aveugle en accord avec les lois générales, mais les molécules diffèrent au niveau de leurs caractéristiques intrinsèques, en accord avec les plans organiques généraux des situations dans lesquelles elles se trouvent. » Fin de citation. Le XIXe siècle est d'autant plus intéressant qu'il voit l'essence des sciences humaines. La psychologie, la sociologie, la lutte des classes comme humanisme, pourquoi pas, la pensée sur le travail, tout explose. Au XIXe siècle, tout a suffisamment progressé pour que les certitudes des sciences dures laissent place à la perplexité générale. En un sens, l'humanité comprenait pour la première fois que plus elle avancerait, plus le champ des possibles grandirait, et moins la perspective rassurante de la certitude serait présente. C'est la littérature, en particulier du XIXe siècle, qui va dénoncer l'abstraction contre-intuitive de la science mécaniste en général. Le problème qui en résulte réside dans l'adoption d'un point de vue subjectiviste ou objectiviste. Je m'explique. Nous parlons d'un monde commun, d'un monde partagé, comme je l'ai suggéré, mais à chaque fois que nous éprouvons le monde, nous le faisons de manière absolument individuelle et totalement subjective. La fracture est alors maintenue, les mathématiques nous permettent de penser le monde partagé abstrait, mais qui n'est jamais le monde réel que nous éprouvons. On pourrait presque dire que les deux mondes n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Et Whitehead, vis-à-vis de ce problème-là, va se poser en penseur objectiviste modéré. Pour lui, le sujet est dans le monde, dans lequel il est nécessairement, une fois qu'il a été jeté, duquel il ignore presque tout, et qu'il appréhende autant instinctivement que par sa personnalité. L'objectivisme a cet aspect rassurant et consolateur pour le scientifique, souvent terrorisé par la subjectivité, surtout romantique. C'est là d'ailleurs le reproche que j'adresse personnellement à Whitehead, même si ses motifs sont bons. Je cite sa justification objectiviste à la page 113. « Bien entendu, tout le monde désire en revenir à une sorte de position objectiviste, à l'exception de ceux qui se contentent de former en soi l'ensemble de l'univers au milieu du néant. » Fin de citation. C'est une dénonciation du solipsisme dans lequel se trouvent quelques auteurs du XIXe siècle, à savoir Kierkegaard et Stirner. Précise un peu plus loin, à la page 113, « En l'absence d'une transcendance de la pensée ou d'une transcendance du monde des sens, il est difficile d'imaginer de quelle manière le subjectiviste échappera à sa solitude. » Fin de citation. Whitehead propose une vision objectiviste et réaliste, modérée, comme je l'ai déjà mentionné. Sa solution qui prépare peut-être l'avènement des neurosciences est la suivante. Il est en tout cas nécessaire d'admettre que si nous ne pouvons pas tout limiter au cerveau et aux neurones, l'unité de notre appareil, de notre champ perceptuel, s'opère dans une expérience organique. Nous sommes à tel endroit et nous percevons, voilà l'évidence organique, et chaque individu investit l'événement d'une valeur transitoire et évolutive dans la nature. Voilà qui clôt la définition de la pensée organique de Whitehead que j'ai construite petit à petit. Je m'arrête à un résultat encore largement transitoire, mais satisfaisant, parce que je manque de temps pour traiter l'intégralité de l'œuvre. J'aimerais par contre ouvrir mon propos à partir de cette définition organique, qui il me semble faire encore sens à l'heure actuelle, le prolongement évident de la pensée de Whitehead de nos jours dans les neurosciences et la philosophie cognitive. Souvenez-vous du début de mon intervention où je disais que Whitehead se plaît à parler de cosmologie et nous apprend en fait que nous expliquons le monde à partir du paradigme scientifique de la cosmologie propre à l'époque à laquelle nous vivons. Alors, au XXIe siècle, comment pratiquer l'épistémologie ? Le terme connaît d'ailleurs un élargissement, notamment dans les sciences humaines. En effet, il est possible aujourd'hui de pratiquer l'épistémologie des sciences humaines en tant que discipline universitaire reconnue. Mais pour qu'il y ait une épistémologie valable au sens courant pour les sciences dures, il faudrait d'abord que notre cosmologie se stabilise dans notre siècle, qui n'est pas celui de la révolution industrielle ou de la réaction romantique, mais indéniablement celui de la révolution du chamboulement technologique. Il y a encore 25 ans, la vie extraterrestre faisait sourire tous les gens bien pensants et pseudo-raisonnables. Aujourd'hui, l'archaïsme est de ne pas y croire, puisque les statistiques nous apprennent sans certitude aucune qu'il y aurait 500 millions de planètes habitables sur les 100 milliards supposés de la Voie lactée. Nous sommes donc dans une situation de recherche d'une connaissance unifiée à vocation universelle, mais ni les sciences ni la philosophie ne sont pour le moment en mesure d'apporter un résultat satisfaisant. Plus la technologie progresse, plus les incertitudes et le champ des possibles grandissent. Plus les moyens à disposition sont grands, plus les questions se multiplient, et moins les réponses sont évidentes ou même accessibles. Je vous remercie. Bien, on va passer aux questions. On fera passer le deuxième micro dans l'assemblée. Allez-y, je vous en prie. Alors moi j'ai juste une petite question, parce que Whitehead, c'était a priori un scientifique. Alors il commence par une formation de mathématiques pure et dure jusqu'à 35 ou 40 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un scientifique philosophe ? Parce que, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est un peu lui qui a poussé, non pas la mécanique organique, mais la mécanique quantique. J'ai l'impression qu'il remet tout en question en scientifique. Il est d'accord avec la scientifique, mais il reformule les formules déjà existantes.
pour se pencher sur le petit pourcentage que la science n'explique pas. C'est un petit peu le Dorifort de la science, j'ai envie de dire, ce Whitehead. Alors, pour te répondre à ta première question, oui, il traite de la philosophie quantique, hein, de la science quantique, de mathématiques quantiques, de la physique quantique, etc., etc. Largement, c'est d'ailleurs un des 13 chapitres du livre que je n'ai pas traité par souci de concision et de complexité aussi, je dois l'admettre. Hein. Ça aurait été assez indigeste à traiter, ça aurait pu faire... ce chapitre-là sur la physique quantique aurait pu faire l'objet d'une conférence à elle seule, en fait. Ça aurait pris 2 jours, voilà. Donc, je me suis abstenu. Mais effectivement, ce qui est intéressant avec l'auteur, c'est qu'il est entre 2 périodes, qu'il commence comme mathématicien pur, et qu'ensuite, il hérite donc de la chaire de philosophie, d'épistémologie de Harvard, et la deuxième partie de sa vie, il fera principalement de la philosophie des mathématiques. D'accord, donc je ne me suis pas trop trompé, c'était bien. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il est entre 2 périodes, hein, dans une période charnière, où il voit brièvement les 2 guerres, et il décède avant 1950. Donc, et voilà. Il ne faut pas trop parler de ces sciences quantiques parce que sinon on se fait mettre au bûcher. Hein. Bon, pas au 20e, mais presque. Mais c'en est encore les balbutiements, voilà, effectivement. Donc c'est bien un scientifique philosophe absolument quantique. Ok, merci. Personne d'autre? Question, allez-y, sentez-vous libre. Bonjour, j'aurais 2-3 questions en fait. Bien sûr. Au début de votre conférence, vous parliez d'une irrationalité des faits avant de présenter le chapitre de l'ouvrage de Whitehead. Donc pourquoi pensez-vous, comment justifiez-vous cette affirmation qu'il y a une irrationalité des faits? Alors, ce que je critiquais, c'est une irrationalité des faits dans la croyance populaire, dans la sagesse populaire. Et c'est une irrationalité de type inductive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déductive par des faits démontrables, mais inductive par une expérience faussée à un moment. C'est l'histoire de la petite mamie qui dit chaque fois que c'est jour de marché, tous les mercredis il pleut. Et elle est intimement persuadée que c'est comme ça toutes les semaines et que c'est le monde entier qui est contre elle. Voilà. Et, sinon, vous parliez de la démarche cette science moderne qui naîtrait de la théologie médiévale. En quel sens cette démarche proviendrait de la théologie médiévale? Alors strictement dans la démarche de recherche de faits précis, ce que j'énonçais, recherche de faits précis d'un côté, de démontrables de l'autre si possible, et dans la rigueur de la méthode et de l'approche, qu'elle soit à la fois théologique avec l'héritage de la philosophie médiévale, ou dans la philosophie moderne avec ses premiers constructeurs comme Giordano Bruno, etc. etc. Donc il y a une méthode, une logique spécifique. Il y a d'abord un état d'esprit qui substitue en fait la théologie plus ou moins aveugle, ou la théologie qui se veut raisonnable, à la raison, petit à petit, et qui commence vraiment par les modernes. Laquelle, voilà. Laquelle idée qui fait la transition entre les deux? C'est quoi l'idée? Essentiellement ce que j'énonçais, les 3 règles pour l'application des mathématiques abstraites, à savoir la vérification de la structure de l'énoncé, de sa validité dans l'abstraction, et puis ultimement sa vérification souvent par la méthode expérimentale. Faire un nombre considérable d'expériences, presque toujours la même, cette thématique de répétition, pour voir que, bien oui, il se passe effectivement toujours la même chose, et que c'est de cette répétition que vient la certitude, ou au moins le savoir fondé, le résultat satisfaisant. Et j'aurais une autre question. Vous parliez de la réalité chez Whitehead comme processus, c'est ça en fait? C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que pour Whitehead, il y a une différence entre réalité et réel? Parce qu'au début, dans votre introduction, vous avez justement évoqué la question du réel. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Je pense qu'on peut dire de manière indifférenciée, même en philosophie en général, réel, réalité, sans prendre trop de risques ou sans trop m'avancer. C'est plutôt la représentation qu'on se fait du réel. Cette représentation-là est par contre déjà dans l'idée ou dans l'abstrait. Voilà. Il y a le réel, celui qu'on subit en un sens, qu'on éprouve, celui qu'on préhende, pour prendre les termes de Whitehead, et celui qu'on conçoit. La question chez Whitehead, est-ce qu'on préhende le réel? Bien sûr, en chaque instant. Seulement, on est prisonnier peut-être de la réalité, parce que l'appréhension, ça implique une particularité des choses. Voilà.
avec la préhension, est-ce que, enfin justement... Non, c'est plus libérateur qu'une forme d'emprisonnement, puisqu'il admet lui-même que c'est une préhension d'abord subjective, par notre propre organisme, et toujours en perspective. C'est-à-dire que ce que nous préhendons maintenant, c'est la salle de conférence, et nous n'avons à la rigueur aucune idée ou aucune préhension sur le monde extérieur, sauf par l'abstraction, justement. Donc en quelque sorte, c'est encore une réduction. C'est pas nécessairement une réduction, c'est... Ce qu'un des collègues a suggéré la dernière fois. C'est pas vraiment une réduction, c'est admettre que, c'est encore une fois, admettre que notre champ perceptif, simplement, est limité à un champ d'horizon donné. C'est ce que mais tu que disais tout, déjà, c'est ce que nous voilà. demandait déjà de réfléchir Nietzsche, en fait, avec... C'est vrai, mais ajoute Whitehead, grâce à cette philosophie organique, tout de suite, d'un même allant, d'un même tenant, c'est que cette perception limitée par un organisme est relayée de manière imbriquée à tous les autres organismes percevant autour de lui. Donc, en un sens, à l'univers organique autour de lui. C'est plus une velléité d'élargissement que de réduction. La réduction était le propre des modernes, et si on regarde à chaque nouveau paradigme, grande découverte scientifique, notre univers a tendance à s'élargir et à s'ouvrir de plus en plus, pas à se restreindre. Oui, il y a sans doute l'enchevêtrement, effectivement, mais est-ce qu'on a une expérience du réel? Est-ce que l'appréhension est-elle possible qu'elle soit préhension du réel? Bien sûr, ne serait-ce que par la perception. Ne serait-ce que par la perception des sens et par la réalisation de ce qu'est un événement quotidiennement. Ne serait-ce que par ça. Basiquement, c'est ce qu'il essaye d'expliquer que, instinctivement et sans aucune connaissance scientifique, avant toute chose, l'être humain organique a déjà certaines intuitions qui permettent de comprendre tout ça. De regarder le soleil et de se dire « ça me réchauffe, moi, ainsi que mon référentiel Terre, c'est bon pour moi, sans lui, il n'y a plus rien. » Ne serait-ce que ça, instinctivement, organiquement, instinctivement. Il y avait une question au fond. C'est une question en forme de remarque. Il y a quelque chose d'étrange, parce qu'en réalité, cette innovation de Whitehead est plutôt un retour. La question de l'organisme est évidemment présente chez les Grecs. Bien sûr. Aristote. Oui. Cette idée que le soleil, l'idée même d'un ordre, c'est le fondement même de la pensée grecque. L'idée qu'un ordre dirige l'univers, c'est précisément ce que nomme le mot cosmos. C'est le début de la pensée philosophique. Et donc, c'est un retour, et ce qu'on retrouve effectivement dans la philosophie médiévale, sauf que l'ordre a changé de nature, mais c'est toujours la même idée. C'est le logos qui organise l'univers. Dans la philosophie médiévale, ce logos est évidemment chrétien, divin. C'était pas le cas dans la philosophie antique. Entre les deux, il y a effectivement la philosophie moderne. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que Whitehead, c'est plutôt le retour d'une philosophie qui cherche à redevenir un peu métaphysique après l'écrasement moderne, qui est celui du XVIIIe siècle, qui est pour le coup un véritable réductionnisme, parce que là j'en profite pour répondre à une question tout à l'heure. La jonction qui se fait entre le médiéval et le moderne, il y a une jonction et une rupture à la fois. Tu as parlé de l'expérience, il y avait des expériences à l'époque médiévale. Il y a Richard il y a beaucoup de philosophes, et notamment d'abord les nominalistes. Et au niveau, voilà, et pas que, à d'autres niveaux, au niveau même, c'est à ce moment-là que les expériences sur le corps humain ont commencé aussi. Alors ça c'est aussi une deuxième question, je ne sais pas si c'est comme ça que voit les choses Whitehead, mais il me semble que c'est une erreur d'appréhension, de considération sur la philosophie médiévale. Quand on dit que ce qui caractérise la science moderne c'est l'expérience, c'est une erreur majeure. Les Grecs avaient une forme d'expérience, les médiévaux avaient aussi une forme d'expérience, c'est la nature de l'expérience qui change, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit, la science moderne se fonde sur un a priori, et non pas sur un a posteriori, c'est l'a priori mathématique. Oui. C'est-à-dire qu'une expérience n'est telle que si elle peut se ranger sous la mathématique. C'est ça l'innovation moderne. Ouais. Et c'est en ça que c'est révolutionnaire. C'est une des innovations modernes, attention, ne vous en parlons pas non plus. Ben, c'est en tout cas ce que fait Galilée. C'est ça. C'est tout le problème de Galilée, c'est qu'il dit aucune expérience. Parce que vous voyez, Galilée par exemple, aucune expérience ne prouve ce qu'il dit. Il dit j'ai raison malgré l'expérience. Oui. C'est ça, c'est parce qu'il a raison d'un point de vue purement mathématique. Donc c'est là que se fait la rupture. Par contre, vous avez raison, il y a évidemment une continuité qui est celle de la philosophie, de la science expérimentale qui vient des nominalistes, etc.
Alors la question c'est, est-ce que Ça, et la rupture, la double rupture qui s'opère aussi avec ce que Hume va faire, hein, avec son problème de l'induction qui va ennuyer tout le monde pendant plus de 150 ans. Hein. Voilà. Donc ma question c'est, est-ce que Whitehead a cette conception de la erronée du passage médiéval moderne sous l'idée que ce serait l'arrivée de la science expérimentale, qui est évidemment une erreur? Est-ce que c'est la position de Whitehead? Non. Et deuxième question, dans quelle mesure on peut considérer que Whitehead est au contraire non pas un innovateur, mais un rénovateur d'une métaphysique qui s'intéresse à la science? Alors je pense que c'est un mélange des deux, clairement. Clairement, il ne prend position ni trop radicalement pour ce qui a été fait dans le passé, c'est plutôt une ouverture. Et c'est la période qui est intéressante, c'est une période charnière. Juste après lui arrivent les phénoménologues. Donc il assure un rôle de transition et de liant qui est intéressant, en même temps qu'il fait tout le livre La science et le monde moderne. Je n'ai pas lu les autres, je ne suis pas spécifique la question, mais celui-là je l'ai bien épluché. C'est clairement un bilan qu'il fait aussi pour les futurs étudiants, métaphysiciens et physiciens à la fois. Hein. Voilà. Et au niveau du Moyen-Âge, pour répondre à ta question, la rupture, il le dit précisément, il le dit, c'est avec le décès de Giordano Bruno en 1600, mais pas au nom d'une nouvelle spécificité des sciences, au nom d'une certaine forme de liberté de pensée qui n'a pas été admise, mais qui aura fait tournant, qui aura marqué l'histoire. Voilà. Une dernière question ? Bonjour, il a écrit ceci en 1926, c'est ça? C'est ça. Oui, alors moi, je ne connaissais pas précisément sa pensée, mais je suis assez surpris qu'en 1926, on puisse écrire cela. Car on sait déjà, à cette époque-là, il y a déjà eu la relativité restreinte, oui. La relativité générale, oui. 1915, il y a eu aussi le début de la physique quantique. Tout à fait. Et on sait très bien qu'à cette époque-là, la connaissance, ce n'est plus la prise de possession par un esprit déjà prédestiné, enfin, ou du moins constitué d'avance. On ne prend plus possession d'une réalité objective directement. On sait que même le positivisme est battu en brèche. D'ailleurs, Einstein dira très bien que le positivisme, ce n'est pas la bonne formule, parce qu'il a toujours oscillé ou a fait un aller-retour entre la déduction et l'induction. Il expliquera très bien que, justement, les concepts étant tellement abstraits et visant une réalité que l'on ne peut pas percevoir par le sens, on est obligé de partir non pas de l'induction, mais d'une abstraction théorique, d'une intuition, intuition sensible, certainement pas non plus, comme disait Kant, parce que là elle est dépassée, quand on veut justement travailler au niveau de l'astrophysique, par exemple, déjà. Donc, je suis très surpris que ce ne soit pas déjà pris en compte l'évolution d'avant Kant, Kant qui met le sujet et l'objet en liaison, et sépare l'objet du sujet, et voit bien qu'on capte par l'entendement, on fusionne les données des sens, et ensuite, bien sûr, par les schèmes, on arrive à la conceptualisation qui, par la raison, est nos catégories a priori d'une réalité. On ne peut pas percevoir l'objet en soi. Donc, et après, justement, la physique quantique va lier énormément le sujet et l'objet par le système et le protocole expérimental, et c'est ce qui va mettre en cause, évidemment, le sens commun de la perception, parce qu'il n'y a plus de localisation, il n'y a plus de localisation simple, etc. La non-séparabilité dans l'espace, voilà. etc. Donc tout ça a déjà remis en cause la perception sensitive et même l'empirisme et le positivisme, c'est-à-dire le fait, rien que le fait, l'idolâtrie du fait, est passé totalement. Alors je suis un peu surpris qu'on puisse écrire cela. Et ensuite, évidemment, il n'y a pas eu accès, parce que c'est en 1931, avec Gödel, je ne sais pas s'il les connaissait, parce que Gödel a critiqué, enfin, est parti d'une critique des principes mathématiques, l'œuvre de Russell à laquelle il a contribué. Donc il y avait un désaccord, parce qu'après on montre très bien que même un système mathématique, de numération notamment, n'est pas capable de prouver la non-contradiction de ces principes. Voilà. Donc l'inconsistance ou la non-consistance, l'indécidabilité, etc. Donc je suis un peu surpris qu'on en revienne à ça au lieu de se projeter vers le XXIe siècle. Alors je vous réponds, bon, il ne peut pas encore se projeter vers le XXIe siècle puisqu'il meurt la première moitié du XXe. Ça paraît assez évident, ne serait-ce qu'au niveau de la datation. Mais
son concept de préhension, qui a l'air d'être encore un archaïsme, comme je le disais tout à l'heure, est petit à petit abandonné au profit de juste la notion d'événement perçu par un organisme percevant et pensant. Voilà. C'est à ça qu'il s'en arrête. Donc la notion de préhension n'est que un intermédiaire remplacé par cette notion d'événement beaucoup plus acceptable, beaucoup plus teintée de 20e et 21e siècle d'ailleurs. Voilà.